C'est la Covid. Donc, Madame, Messieurs, mes chers collègues, Madame la rapporteure, nous poursuivons cet après-midi les travaux de notre commission d'enquête par l'audition des représentants du laboratoire Nordic Pharma France, Monsieur Vincent Léonard, président, Madame le docteur Hélène Hermann-Demar, directrice médicale et pharmacovigilance, et Monsieur Nicolas Doumain, qui est pharmacien responsable. Je vous remercie de vous être mobilisés en un temps aussi bref. Il nous semblait important, bien évidemment, de vous entendre en urgence pour évoquer les tensions d'approvisionnement qui touchent actuellement le misoprostol. Ce produit est notamment utilisé dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Et je rappelle que les IVG médicamenteuses représentent plus des 3/4 des interruptions volontaires de grossesse environ en France. C'est dire si le misoprostol est essentiel pour les femmes. Il figure d'ailleurs parmi la liste des médicaments essentiels de l'OMS. L'accès à ce traitement est essentiel pour garantir à chaque femme le droit de disposer de son corps et nécessaire pour que le recours à l'IVG, dans les conditions autorisées par la loi, soit effectif. À ce titre, peu importe que l'on parle de tension d'approvisionnement, comme l'a fait le ministre de la Santé, ou de pénurie, puisque ce médicament est difficile à se procurer dans plusieurs régions françaises, alors ça tourne et ça évolue sur le plan géographique, les Hauts-de-France et l'Île-de-France en particulier. L'ANSM a constaté officiellement une forte tension d'approvisionnement le 7 février dernier, et a par conséquent interdit la vente et l'exportation du Meso One 400 par les grossistes répartiteurs vers l'étranger, ainsi que par les distributeurs en gros. Vous nous direz exactement quelles sont les spécialités concernées par ces tensions, ainsi que leur destination, officines ou groupements hospitaliers. La perspective d'une pénurie durable est donc extrêmement préoccupante, a fortiori puisqu'il n'existe pas de générique, ni de produits équivalents au misoprostol. Les possibilités de substitution de prescription sont donc inexistantes. Comment en sommes-nous arrivés là ? À bien des égards, la pénurie que nous connaissons depuis plusieurs semaines est symptomatique de la situation de notre industrie pharmaceutique. Alors que la France a été pionnière dans la recherche sur ce qu'il est convenu d'appeler la pilule du lendemain, ou ce qu'on appelait ainsi au moment de sa sortie, la disponibilité d'un des deux médicaments utilisés pour accéder à la forme la moins invasive et la moins coûteuse de l'IVG est insuffisante dans notre pays. De plus, la pénurie actuelle n'est pas entièrement nouvelle, car dès 2020, novembre 2020, des ruptures de stock de courte durée étaient apparues, sans impact sur la santé publique, selon le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, que nous entendrons d'ailleurs tout à l'heure. Plus près de chez nous, en décembre 2022, puis en février dernier, le Canada a enregistré des ruptures d'approvisionnement également. Cela interroge sur la capacité des pouvoirs publics à réagir face à ces signaux faibles, avant que les tensions ne se transforment en pénurie sur le terrain. Vous avez, semble-t-il, informé la NSM de retard de fabrication dès la fin de l'année dernière. Vous voudrez bien nous communiquer les raisons de ces retards, évidemment, et leurs conséquences concrètes sur la disponibilité de misoprostol en pharmacie. En outre, la bataille juridique autour de l'IVG aux États-Unis a conduit plusieurs États, notamment la Californie, à constituer des stocks très importants de cette spécialité afin de garantir son accès sur plusieurs années, et cette incertitude perdure évidemment. Ceci pose évidemment la question de sa disponibilité sur les autres marchés. Vous nous direz si la France se trouve dans une situation particulière à cet égard. L'annonce par la NSM d'importation en provenance d'Italie paraît en effet le démontrer et nous interroge du reste. Sur l'ensemble de ces sujets, Monsieur le Président, docteur, Monsieur, je vais vous céder la parole pour un propos introductif qui ne devra pas excéder 10 minutes, réparties entre vous et comme vous le souhaitez. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Comme vous l'aurez compris, notre commission d'enquête entend obtenir des réponses étayées à des questions précises et à une situation que nous vivons pleinement. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié.
Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Léonard. Je le jure. Madame le docteur Herman Demar. Je le jure. Monsieur Doumain. Je le jure. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer sur les tensions dans la chaîne d'approvisionnement du misoprostol de ces dernières semaines. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais en quelques mots, très rapidement, vous présenter Nordic Pharma, brièvement évoquer l'interruption volontaire de grossesse, mais vous l'avez déjà fait, Madame la Présidente, afin de mieux comprendre le cadre dans lequel le misoprostol est utilisé, avant de vous partager bien sûr l'état de nos stocks à aujourd'hui, l'état de nos stocks à venir sur les 2 molécules utilisées dans l'IVG, et vous éclairer sur les tensions d'approvisionnement de misoprostol de ces dernières semaines. Alors très rapidement, le laboratoire Nordic Pharma a été créé en 1995 en Suède. Nordic Pharma est un laboratoire pharmaceutique à capitaux privés européens. Je le précise d'emblée, Nordic Pharma n'a aucun capital américain, comme on a pu le lire dans la presse ou ailleurs. On est un laboratoire à capitaux privés européens. Depuis 2001, Nordic Pharma, Nordic Group se développe en dehors de la Scandinavie grâce aux filiales de Nordic Pharma, présentes dans toute l'Europe, avec des activités pharmaceutiques complètes, que ce soit de la production, du développement clinique ou l'enregistrement. Pour ce qui concerne Nordic Pharma France, la filiale a été créée en 2002 et son siège social est situé au 216 boulevard Saint-Germain, juste à côté d'ici. Nordic Pharma France est constitué d'une 60aine de collaborateurs expérimentés, experts de leur domaine, et nos activités sont concentrées sur la rhumatologie, l'anesthésie, et ce qui nous réunit aujourd'hui, la gynécologie, avec différentes molécules et noms de marque, Mifegine, Miso-One et Gimiso, ainsi que 2 dispositifs médicaux, Yallobarrier et Checktop. Nous avons réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, ce qui fait que nous sommes une entreprise aujourd'hui de taille modeste dans l'univers de l'industrie pharmaceutique. Donc effectivement, un de nos domaines d'expertise est la mise à disposition des médicaments permettant l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, que je me permettrai d'appeler, si vous voulez bien, IVG Med. C'est dans le jargon beaucoup plus rapide. Merci. Vous l'avez rappelé, les chiffres, en France, c'est 223 000 IVG qui sont réalisés par an et 76% réalisés par voie médicamenteuse. Par rapport à, je tiens aussi à préciser, dans les chiffres à retenir, que 68% de ces avortements sont réalisés dans des structures hospitalières ou des cliniques. En France, le choix du recours à la voie soit chirurgicale, soit médicamenteuse est laissé à la patiente. Pour la voie médicamenteuse, elle peut être pratiquée jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 14 semaines pour la voie chirurgicale. Notons que l'accès à l'IVG s'est simplifié ces dernières années, avec notamment la suppression du délai de réflexion et aussi la possibilité de réaliser ces IVG en téléconsultation. Concernant l'IVG médicamenteuse, elle se pratique avec 2 médicaments administrés à 48 heures d'intervalle. Tout d'abord, Mifegine, la mifepristone, et 48 heures plus tard, le misoprostol, Miso-One ou Gimiso étant les 2 noms de marque. Mifegine, vous le connaissez certainement mieux sous son nom de code, le RU 486, qui parle en général beaucoup plus que le nom de marque ou même le nom de molécule. Et je tiens à préciser que sur Mifegine, il n'y a pas eu de tension sur cette spécialité depuis au moins les 24 derniers mois. Concernant le misoprostol, 2 noms de marque aujourd'hui, Miso-One et Gimiso. Historiquement, le misoprostol était disponible hors AMM. Mais le laboratoire qui commercialisait cette molécule, hors AMM, n'a jamais voulu poursuivre le développement et l'enregistrement dans cette indication, IVG, ce qui a conduit au retrait de ce médicament en 2018.
Ce retrait a été rendu possible par le fait que Nordic Pharma a démarré la commercialisation dès 2014 d'un misoprostol au dosage adapté à l'IVG et spécialement indiqué dans l'IVG. Ce développement et cet enregistrement a été rendu possible par la volonté des dirigeants de Nordic Pharma de mettre à disposition une cohérence de traitement et surtout d'information médicale pour les patientes et les professionnels de santé. Si aujourd'hui Nordic Pharma se retrouve être exploitant des 2 marques de misoprostol disponibles en France, Miso-One et J-Miso, c'est que le laboratoire Amring, qui commercialisait le J-Miso, s'est retiré du marché français et n'a pas trouvé d'autres repreneurs que Nordic Pharma pour assurer l'exploitation de cette molécule. La production, bien que Nordic Pharma exploite les 2 marques, J-Miso et Miso-One, Nordic Pharma a souhaité conserver les 2 canaux de fabrication distincts pour garantir justement une alternative de production qui a démontré son efficacité ces dernières semaines. L'usine de principe actif pour les 2 médicaments est la même. Elle est située en Angleterre, à côté de Newcastle. Par contre, pour l'usine de principe actif. Par contre, pour Miso-One, les 2 usines qui vont intervenir dans sa fabrication sont basées en France. La première, qui va fabriquer le produit fini, les comprimés, est basée à Lille, dans les Hauts-de-France, et celle qui va conditionner ces comprimés du côté d'Auxerre. Donc on est sur une fabrication européenne et en grande partie française. Pour J-Miso, c'est sur le site de Leon Pharma, en Espagne, que les comprimés sont fabriqués et conditionnés. Par conséquent, l'ensemble du process est sous contrôle de Nordic Pharma et en aucun cas l'approvisionnement ne dépend de la situation politico-économique aux États-Unis. Vous nous avez invités à venir aujourd'hui dans le cadre de la mission de votre commission d'enquête sur les ruptures d'approvisionnement. Vous l'avez évoqué, la différence entre tension ou rupture. Je tiens tout de même à préciser, et nous y reviendrons, qu'il n'y a pas eu et il n'y a pas à craindre de pénurie à proprement parler de misoprostol ou de mifepristone en France aujourd'hui. Je voudrais déjà à présent vous rassurer sur l'état de nos stocks. Au 2 mai, donc à aujourd'hui, pour Mifegine, 2 présentations, 200 mg, boîte de 3 comprimés. On a en stock aujourd'hui 54 833 boîtes, pour être très précis, soit à peu près 4,9 mois de stock. Pour Mifegine 600, l'autre présentation, 1800 à peu près, un petit peu moins de 1900 boîtes disponibles, soit 3,4 mois de stock en fonction de l'écoulement classique de ce produit. Pour ce qui concerne le misoprostol, la situation de nos stocks est aujourd'hui, pour J-Miso, de 35 000 boîtes, soit à peu près 1 mois et demi dans le cadre d'une consommation courante. Ce stock sera porté à plus de 3 mois et demi avec la réception de 60 000 boîtes début juin. Pour Miso-One, nous avons 2 présentations. Une boîte de 1 comprimé. On a là aussi 34 348 boîtes, 34 000 boîtes, soit plus d'1 mois de stock. 6 400 unités supplémentaires seront livrées cette semaine, ce qui portera notre stock à peu près à 2 mois d'utilisation. Et le stock sera porté à plus de 5 mois à la fin du mois de juin. Miso-One, boîte de 16 comprimés, l'autre présentation de Miso-One, reste, je le concède, très faible aujourd'hui. On a à peine 500 boîtes en stock. 4 000 boîtes seront livrées là aussi cette semaine, 800 boîtes à la fin du mois de juin, soit 4 mois de stock. Les tensions sont donc aujourd'hui finies. Seul subsiste, pour être complètement transparent, un léger contingentement quantitatif qui permet en fait de limiter les commandes à 95%, d'honorer à peu près 95% des commandes. Et ce contingentement est fait pour éviter les phénomènes de surstockage, post-tension d'approvisionnement, qui pourraient être faits. C'est ce niveau de stock qui a conduit l'ANSM d'ailleurs à déclarer jeudi dernier sur son site la remise à disposition du Miso-One au niveau du laboratoire. Pour revenir à l'origine de ces tensions, qui était une autre de vos questions, ces tensions dans la chaîne d'approvisionnement, je tiens à préciser qu'elles sont totalement indépendantes pour chacun des 2 produits. Car, comme je vous l'ai dit, Nordic Pharma a conservé les 2 canaux de production distincts. Concernant le J-Miso, c'est un problème de commande de principe actif entre le site anglais
et l'usine espagnole, qui a entraîné un décalage important dans le planning de production, et donc la mise à disposition du médicament ayant entraîné une rupture vraie entre le 28 novembre et le 16 janvier. Depuis cette date, un petit peu plus de 100 000 unités ont été réceptionnées. Les reliquats de commandes ont été livrés, permettant de pallier aux tensions d'ailleurs qui ont suivi sur l'autre misoprostol, Miso-One. Pour le Miso-One, c'est au niveau de l'analyse du contrôle qualité que le produit a été bloqué. Le temps de comprendre l'origine des problèmes, de s'assurer de l'excellente qualité des comprimés, il s'est écoulé presque 3 mois entre février et le 26 avril. Pour chacun de ces produits, des mesures ont été prises en totale transparence avec l'ANSM. Ces mesures ont consisté en des contingentements pour éviter des surstockages à certains niveaux de la chaîne d'approvisionnement et garantir un écoulement plus régulier, et effectivement des importations de produits destinés à d'autres marchés européens, notamment l'Italie. Cependant, comme l'a rappelé notre organisme de tutelle, l'ANSM, la situation a nécessité toute son attention et en concertation avec Nordic Pharma, des mesures ont été mises en place pour faire en sorte que toutes les patientes françaises puissent bénéficier d'une prise en charge. En conclusion, dans un contexte de rupture d'approvisionnement rencontré pour de très nombreuses spécialités en France, la gestion conjointe ANSM Nordic Pharma a permis d'assurer la mise à disposition des spécialités Miso-One et J-Miso au cours de ces dernières semaines, et les plans de production de 2023 nous confortent sur les approvisionnements futurs. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à l'écoute de vos questions. Très bien, merci beaucoup de ces éléments. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Laurence Cohen, rapporteure, pour une première table de questions. Merci, Monsieur le Président, pour ces explications. Donc, je vais vous demander un certain nombre de précisions, vous vous en doutez, parce que, effectivement, je reste extrêmement dubitative compte tenu des alertes qui nous ont été rapportées en tant que législateurs que nous sommes. Nous avons été alertés par de nombreuses associations féministes, notamment le planning familial, par l'Observatoire également de la transparence des médicaments, sur le fait qu'il y avait une impossibilité pour un certain nombre de patientes de pouvoir recourir à une IVG médicamenteuse. Donc, si j'ai bien compris les éléments que vous nous avez donnés, mais je vais vous les restituer pour éventuellement lever mes doutes ou mes interrogations, les deux. Si j'ai bien compris, donc vous avez parlé d'une rupture vraie entre le 28 novembre et le 16 janvier. Puis vous avez parlé de 3 mois qui ont été nécessaires, de février au 26 avril, pour vérifier la qualité du produit. Donc, si j'ai bien compris, ça fait 5 mois. 5 mois pendant lesquels il y a eu au mieux des tensions, au pire une rupture, donc ce qui a entraîné des conséquences concernant les demandes d'IVG médicamenteuses pour les patientes. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer ou préciser ou infirmer? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez parlé donc des 2 produits distincts, mifégine et puis misoprostol, en précisant bien qu'il y avait 2 canaux différents. En même temps, quand on a été alerté par la presse, alors est-ce que les informations étaient fondées ou pas, c'est à vous de nous le dire, mais il se serait agi d'une difficulté dans une usine ou une chaîne de production. Qu'en est-il de cette information? Est-elle réelle? Est-elle tronquée? Vous savez, c'est toujours la difficulté, y compris pour les législateurs que nous sommes, y compris au sein d'une commission d'enquête, d'où votre audition aujourd'hui. À partir du moment où on ne dispose pas d'éléments, nous nous informons, comme tout un chacun dans la presse, et nous attendons des confirmations ou pas. Donc, deuxième question. Troisième question, nous avons pu voir tout au cours de nos auditions depuis le début, puisque notre commission d'enquête se penche sur la pénurie des médicaments, donc un sujet beaucoup plus large que celui que nous abordons en ce moment avec vous, nous avons pu voir qu'il y avait un souci, y compris très, très fort, au niveau des principes actifs,
que 80% des principes actifs se trouvaient en Chine ou en Inde. Si j'ai bien entendu vos propos, si je ne les ai pas interprétés, vous avez exprimé le fait que pour ces deux produits, mifégyne, misoprostol, les principes actifs se trouvaient en Europe, en France, en Angleterre et en Espagne. Donc aucun de ces principes actifs ne se trouve dans les 80% en Chine ou en Asie. Donc est-ce que vous pouvez confirmer ou pas ces éléments? Par ailleurs, autre série de questions, le fait que vous ayez le monopole, en fait, du misoprostol fait qu'il ne peut pas y avoir de produits génériques ni d'alternatives médicamenteuses en Europe. Ça pose donc un problème pour les patientes quand il y a, je vais le dire comme ça, un petit grain de sable dans une usine de production ou tout autre problème. Et d'ailleurs, ça a fait dire à un certain nombre d'acteurs et d'actrices de santé que peut-être il fallait réfléchir à ce que le gouvernement français puisse avoir recours à la licence d'office. Parce qu'au niveau des produits comme les produits que vous produisez, quand il n'y a pas, même quand il y a des tensions qui peuvent durer 1 mois, ce qui peut paraître peu, mais pour une interruption volontaire de grossesse, ça peut être catastrophique, parce que si ça n'est pas fait dans les temps, et bien voilà. Donc j'aimerais que vous puissiez nous apporter un certain nombre d'éléments qui nous permettraient d'être assurés ou pas sur le fait que les patientes, aujourd'hui et demain, pourront effectivement, en France, en Europe, et dans le monde, mais enfin en tout cas en ce qui nous concerne au moins en France, pourront avoir bénéficié donc d'une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse sans aucun problème. Par ailleurs, dans une autre série de questions, toujours sur la position de force que vous avez, y compris sur la fixation du prix, quand ce produit est en tension, nous avons également eu vent de l'annonce qui a été faite par la NSM d'avoir une importation en urgence de stocks en provenance d'Italie. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que finalement, donc les tensions ou les ruptures en France seraient dues à un prix qui serait plus bas que dans les autres pays européens et qui ferait que finalement les autres pays européens seraient mieux servis que la France. Et enfin, dernière série de questions, je voudrais savoir, vous savez que le gouvernement a annoncé ces dernières années plusieurs initiatives pour garantir la souveraineté sanitaire de la France et notamment assurer l'approvisionnement en médicaments essentiels. Est-ce que Nordic Pharma a pris part à ces discussions avec le gouvernement à ce sujet précis? Est-ce que votre laboratoire s'est porté candidat aux appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à projet pour bénéficier d'aides publiques à l'innovation ou à la réindustrialisation, par exemple dans le plan France Relance ou de Finance 2030? Alors, si oui, vous pouvez expliciter, et sinon, pourquoi votre laboratoire ne s'est-il pas porté candidat? Et puis, est-ce que vous pouvez également nous dire de quelle aide publique vous bénéficiez aujourd'hui ou avez-vous bénéficié dans le passé pour justement, notamment les recherches et développement ou toute autre aide publique dans le cadre des questions que je vous ai posées précédemment? Je vous remercie par avance. Merci Madame la rapporteure pour toutes ces questions. On va essayer d'y répondre les unes après les autres. J'espère qu'on n'a pas oublié. Si jamais
Ça marche. On fait comme ça. Donc, vous avez été alerté effectivement par le planning familial. Vous avez évoqué 3 mois, puis 2 mois, donc 5 mois au total. Peut-être me suis mal exprimé dans mon propos introductif, mais on parle de 3 mois de rupture effectivement pour le Gimiso, donc une marque de misoprostol. Et les 2 mois que vous évoquez sont pour l'autre marque de misoprostol. D'accord ? Où là, par contre, ça n'a pas été une rupture à proprement parler, mais des tensions et avec des contingentements, comme on l'a dit, un peu plus forts. Donc je vous confirme, effectivement, une rupture sur les 3 mois pour le Gimiso, mais Miso One était en stock suffisant pour pouvoir alimenter le marché, l'autre misoprostol, l'autre marque de misoprostol, et ensuite 2 mois sur Miso One, qui ont effectivement été en tension. Nicolas, peut-être que tu peux donner un peu plus de précision sur ce qui a été mis en place, notamment pour gérer la rupture de l'un et les tensions de l'autre. Alors, tout d'abord, effectivement, pour reprendre ce que disait M. Léonard, Madame le rapporteur, il n'y a pas eu effectivement de pénurie à proprement parler en misoprostol au niveau du laboratoire. Aujourd'hui, effectivement, nous avons agi en toute transparence avec les autorités de santé et avec les professionnels de santé. Pour revenir à l'origine des problèmes d'approvisionnement, de chaînes d'approvisionnement qui ont été rencontrés. Concernant Gimiso, c'est en juin 2022 qu'une erreur humaine a été commise lors de la commande de principes actifs au niveau du site de fabrication de produits finis. Cela a entraîné effectivement un décalage de production qui s'est fait ressentir au moment de la campagne de production après l'été 2022. Et à l'époque, l'absence de contrat entre les 2 partenaires n'a pas permis de prioriser une production suffisamment tôt et a amené un décalage à décembre 2022. Cette situation effectivement dommageable. Et depuis, effectivement, Nordic Pharma a pris la responsabilité de gérer l'intégralité des fournisseurs en stock de principes actifs et de substances de référence pour les fabricants. Concernant Gimiso, et comme c'est le cas également pour Miso One depuis plusieurs années. Nous faisons déjà cela, vous aurez compris, pour Miso One depuis plusieurs années. Concernant les actions mises en place, des identifications des problématiques, donc en gros c'était dès la fin septembre, ont été mis en place des contingentements progressifs qui ont été modifiés au fil de l'eau pour permettre de lisser les commandes sur plusieurs mois. Cela n'a pas permis d'empêcher une rupture complète du produit Gimiso entre le 28 novembre et le 16 janvier. C'est à peu près 1 mois et demi. Pendant cette période, il est important de rappeler, un peu plus d'1 mois et demi, il est important de rappeler que pendant cette période, les stocks de Miso One étaient suffisants pour pallier à cette rupture. Et le 16 janvier, nous avons reçu une première vague de commandes de 26 000 unités de produits. Puis, alors nous avons donc maintenu également des contingentements pour limiter les risques de surstockage. À ce moment-là, nous sommes passés à des contingentements qui nous permettaient de livrer environ 95% des commandes sans les modifier, telles quelles. Et également, nous avons privilégié une mise à disposition de Gimiso exclusivement au niveau des pharmacies de ville, avec une restriction de distribution. Et avons privilégié effectivement les hôpitaux avec Miso One boîte de 16, qui est une présentation qui est dédiée et adaptée aux hôpitaux. Le 24 février, nous avons reçu 25 000 unités supplémentaires, soit 1,7 mois de stock. Nous avons maintenu ce contingentement à hauteur de 95% des commandes honorées. Et le 4 avril, nous avons reçu 46 000 unités supplémentaires, soit 2,4 mois de stock. À ce moment-là, nous avons fait la démarche de livrer une grande partie des reliquats de commandes qui étaient en attente, ce qui a permis effectivement de lever les problèmes sur Gimiso. Concernant, je ne sais pas si pour Gimiso les choses vous paraissent claires, je peux passer à Miso One, si vous voulez bien. Concernant Miso One, fin janvier, nous avons identifié une première alerte avec l'information d'une non-livraison en fait, de reliquat d'une commande qui était attendue à ce moment-là, 7000 boîtes plus précisément de Miso One boîte de 1, et une information du fabricant nous indiquant d'un décalage de la prochaine livraison au mois d'avril. Nous devions initialement être livrés en mars, ça devait être décalé en avril. Début février, la société Delpharm qui fabrique les comprimés
nous a informé de ce problème de contrôle qualité dont vous a parlé M. Léonard. Et nous avons également été informés de l'arrêt de la fourniture des comprimés par Delpharm auprès de Macor, l'usine qui fabrique le produit fini et qui libère les lots. Le retour à la normale était prévu pour le mois d'avril. Et à partir de ce moment-là, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour limiter l'impact au niveau du marché. Notamment des actions de contingentement dès le début février, ce qui concorde avec l'information faite à la NSM de difficultés de tension sur ce produit envoyé à la NSM dès le 7 février. Début mars, nous avons en plus mis en place une restriction de distribution en ville de Miso One boîte de 1, en privilégiant la boîte de 16 également, dans ce cas-là, pour les hôpitaux, comme la même chose qui a été fait pour J-Miso juste avant. Puis, nous avons investigué à ce moment-là des pistes d'importation pour apporter une sécurité supplémentaire pour l'approvisionnement du marché, avec notamment 5000 boîtes italiennes qui étaient disponibles et qui permettaient de sécuriser la situation. Dans le 16 mars, nous avons fait l'ensemble des demandes. Et le 20 avril, nous avons pu mettre à disposition 1800 boîtes italiennes. Le 24 avril, 3200 boîtes supplémentaires. Et ensuite, comme prévu initialement et échangé en toute transparence avec la NSM dès le début, nous avons reçu 26 avril, donc soit fin avril, les 38 000 unités qui étaient prévues, correspondant à un peu plus de 3 mois de stock. Donc, les problèmes observés ont été résolus, les actions correctives ont été mises en place au niveau de la gestion des commandes de principes actifs au niveau du site de Léon, ainsi que les problèmes de contrôle qualité au niveau du site de Delpharm. Tout a été géré en totale transparence avec la NSM, et tant sur les raisons implémentées pour éviter tant les raisons que les actions implémentées pour éviter les pénuries de misoprostol sur le territoire français. Dans l'ensemble des actions, nous ont permis de mettre en place, de s'assurer qu'il n'y ait pas de tension sur le territoire au niveau du laboratoire. Qui est tension, pardon. J'espère qu'on vous a apporté des éléments de réponse à votre première question. Si vous voulez bien, je propose qu'on passe à la deuxième question, qui était sur les deux produits distincts. Et vous mentionnez que la presse faisait état de difficultés sur une chaîne de produits. Je ne sais pas d'où vient cette information. J'espère qu'on vous a apporté un peu plus d'éclaircissement sur la fabrication. Je me permets simplement de préciser qu'il y a deux molécules, mifégine, le fameux RU486, qui lui a son schéma son canal de fabrication. Et ensuite, on précisait que pour les deux misoprostol, ce sont là aussi deux canaux de production distincts. Donc les raisons pour lesquelles on a connu ces tensions sur le marché vous ont été expliquées par Nicolas. Pour ce qui en est de ce qui a été évoqué par la presse, je ne me permettrai pas de commenter au-delà. Votre troisième question portait sur le fait que 80% des principes actifs étaient faits en Chine ou en Inde. Je reprécise à nouveau que l'ensemble de la production pour les médicaments utilisés dans l'IVG médicamenteuse sont fabriqués en Europe. Pour mifégine, nous ne l'avons pas évoqué puisqu'on parlait de misoprostol, mais pour mifégine, la production est 100% française, puisque même le site de fabrication du principe actif, la mifepristone, est basé en France. C'est l'usine PCAS. Tout à fait. Et je ne sais plus dans quel coin de la France elle est, pour être complètement transparent. Mais je sais qu'elle est située dans l'Hexagone. Et ensuite, pour le misoprostol, effectivement, l'usine de principe actif est la même, en Angleterre, et ensuite un site de production en Espagne pour le J-Miso, 2 sites en France pour le Miso One. Donc une particularité peut-être par rapport aux 80%. Si vous voulez bien, on enchaîne dans les questions, si vous n'avez pas de demande supplémentaire. Vous avez évoqué effectivement le monopole. Je me suis permis, dans mon propos introductif, de vous expliquer comment est-ce qu'on était arrivé dans cette situation de monopole. Vous dites que par conséquent, il n'est pas possible d'avoir de générique ou d'alternative. Aujourd'hui, le misoprostol n'est pas breveté dans ses indications. C'est donc une situation de monopole. Mais qui n'est pas lié à une impossibilité d'avoir des génériques sur ces produits.
éclaircir tout de suite. Il n'est pas breveté, vous avez dit, dans cette application d'IVG médicamenteuse, ou pourquoi vous avez précisé dans cette application? Alors, il y a d'autres utilisations du misoprostol possibles, avec un autre dosage dans une autre indication. Je pense notamment au déclenchement de l'accouchement. Hélène, je ne sais pas si tu veux apporter des précisions par rapport à ça, mais dans le... Oui, mais dans l'autre, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée cette fois-ci. Donc, dans les autres applications, ou dans l'autre application, je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs, il est breveté ou pas? Alors, j'avoue que nous ne commercialisons pas dans les autres indications. D'accord. D'accord. Donc, je ne saurais pas vous répondre. C'est certainement mon confrère des autres laboratoires qui pourrait vous apporter ces précisions. Voilà. Après, il y a d'autres utilisations du misoprostol, de J-miso et de miso-1, qui sont encadrées dans le cadre des CPC, le cadre de prescription compassionnelle. Peut-être, Hélène, tu peux nous donner les deux indications? Oui, alors, dans le cadre des CPC, donc dans le cadre du cadre de prescription compassionnelle, donc dès 2018, la NSM nous a demandé de mettre en place des protocoles d'utilisation thérapeutique pour notamment 2 CPC. La première étant l'interruption médicale de grossesse et la mort fœtale in utero, donc qui fait l'objet d'une CPC. Et la seconde CPC est la grossesse arrêtée jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, qui est la fausse couche. Donc ces 2 CPC sont dans la pratique des professionnels de santé depuis 2018. Elles ont été renouvelées en 2022. Et récemment, la NSM nous a aussi demandé de mettre en place une 3e CPC pour l'IVG médicamenteuse au-delà de 7 semaines d'aménorrhée. Donc pour les IVG médicamenteuses, 8-9 semaines d'aménorrhée, puisque il n'y a pas d'AMM au-delà de 7 semaines d'aménorrhée. Donc pour régulariser cette utilisation hors AMM, aujourd'hui, la NSM, avec Nordic Pharma, encadre, dans le cadre de ces CPC, toutes les utilisations, on va dire, du misoprostol et de la mifepristone. Et nous avons à rendre des comptes tous les 6 mois à l'NSM par des rapports sur les données cliniques de ces patientes, puisque certaines des CPC font l'objet de fiches de suivi et donc font l'objet de rapports réguliers. Et la NSM est au courant tous les 6 mois et à la fois dans le cadre de ces rapports de CPC et dans le cadre de la pharmacovigilance de routine que nous effectuons et qui est sous ma responsabilité chez Nordic Pharma. J'espère avoir répondu à votre question. Merci Hélène. Par rapport au monopole, vous évoquiez la licence d'office, un élément que je ne maîtrise pas très bien, mais qui permettrait d'avoir des stocks de sûreté, si je reprends ce terme. Il faut savoir, comme ça a été évoqué, que le misoprostol fait partie des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, et en cela nous oblige à un certain niveau de stock de sécurité que Nicolas peut préciser. Alors effectivement, ces spécialités à base de misoprostol sont identifiées à notre niveau comme médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, notamment en raison de leur importance dans la prise en charge de l'IVG médicamenteux, et à ce titre font l'objet d'un suivi rigoureux et régulier tout au long de l'année, afin d'anticiper tout événement à même d'impacter l'approvisionnement du marché. Nous suivons par exemple régulièrement les ventes, les consommations, nous faisons une veille régulière, une surveillance des micro-signaux en information médicale, en pharmacovigilance, une veille réglementaire. Nous suivons également l'actualité sur l'IVG. Nous sommes conscients que cela peut avoir un impact aussi sur les consommations. Nous suivons également les états des stocks des grosses cystes et mettons en place, bien sûr, des stocks de sécurité, mais également un stock d'alerte qui nous permet d'avoir une vigilance supplémentaire. Bien évidemment, si une difficulté ne peut pas être évitée, nous avons sur ces produits un plan de gestion de pénurie. L'objectif de ce plan de gestion de pénurie est de réaliser une évaluation du risque de survenue de difficultés sur la chaîne d'approvisionnement et de proposer des mesures pour limiter leur survenue ou leur impact. L'évaluation du risque, notamment, prend en compte la pathologie traitée. Dans notre cas, bien évidemment, vous comprenez, on ne parle pas de pathologie, mais plutôt d'indication. La robustesse de la chaîne de fabrication, du principe actif et du produit fini, et les modalités de distribution de la spécialité sur le territoire. Afin de limiter la survenue des difficultés et leur impact pour les patientes, pour les femmes,
Nous pouvons mettre en place différentes mesures, donc différentes mesures de contingentement, quantitatif ou qualitatif. Dans notre cas, c'est ces mesures qui ont permis de lisser, ces contingentements quantitatifs qui ont permis de lisser sur la longueur les commandes, sur la durée des difficultés. Nous pouvons mettre également en place un certain nombre de dispositions de restriction de distribution. C'est ce qu'on a mis en place notamment en ville et à l'hôpital, notamment le GIMISO et le boîte de 1 qui ont été mis en ville préférentiellement, et la boîte de 16 qui a permis d'alimenter correctement les hôpitaux. Nous pouvons également avoir recours à des alternatives. C'est ce qui a été mis en place. Alors, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Effectivement, sur MISO 1 et GIMISO, il y a eu 2 périodes de difficultés différentes et distinctes. Et à chaque fois, un produit amené à compenser les lacunes que pouvait avoir la distribution de l'autre produit. Par exemple, lorsque GIMISO était en rupture, MISO 1 avait des stocks suffisants pour compenser. Lorsque MISO 1 a présenté plus de difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, nous avons été amenés à privilégier ou à orienter vers GIMISO lorsque celui-ci était disponible tout de suite chez les grossistes, par exemple, auprès de pharmacies qui nous appelaient. On peut être également amené à chercher des alternatives à l'import. Donc ça, c'est effectivement ce que vous mentionnez tout à l'heure, Madame la Présidente, sur l'importation des produits d'Italie. C'est un élément supplémentaire de sécurisation. L'ensemble de ces dispositions sont également complétées par d'autres dispositions au niveau industriel. Notamment, ce qui est important à retenir pour MISO 1, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un stock tampon de substances actives au niveau du site de fabrication du comprimé. Ce stock tampon permet de fabriquer environ 1 an de stock de produits finis, qui est disponible tout le temps chez le fabricant de comprimés. De la même manière, nous avons mis en place aussi un stock tampon de comprimés équivalent à un lot de fabrication au niveau européen chez le fabricant de produits finis, le site de conditionnement et de libération du produit fini. Vous aurez compris effectivement qu'il y a 2 sites distincts, Delpharm qui fabrique les comprimés, Macor qui met en conditionnement et qui libère les lots. Donc ces dispositions sont une sécurité supplémentaire. Et pour GIMISO, suite aux difficultés rencontrées, nous avons mis en place aussi un stock tampon de 30 kg de principes actifs au niveau du site de fabrication. D'autres mesures d'optimisation sont aujourd'hui en cours d'investigation à moyen et long terme, notamment la recherche de sites alternatifs qui est une activité continue de notre côté, la consolidation aussi des sites existants, notamment le site existant pour MISO 1, ou bien la mise en place de solutions pour améliorer le système de commande des standards de référence et des substances actives. Donc aujourd'hui, effectivement, nous interroger sur les stocks de sécurité. Comme vous pouvez le constater, on a mis en place un certain nombre de batteries d'éléments de sécurisation qui nous permettent d'anticiper toute problématique. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions sur ce point, on peut passer à la question suivante, qui était relative au prix du médicament. Donc, premier point, et vous l'avez compris, je l'espère, c'est que les problèmes d'approvisionnement de ces dernières semaines n'a aucun rapport avec le prix du médicament lui-même. L'importation de produits italiens a été faite, comme l'a évoqué Nicolas, parce que le stock était disponible en Italie et qu'on pouvait rapatrier ce stock en France sans porter préjudice justement aux femmes italiennes qui étaient en souhait d'avoir un avortement médicamenteux. Le stock était suffisant pour le faire. Pour ce qui concerne le prix, pour être précis, la boîte d'un comprimé de MISO 1, comme la boîte de GIMISO, sont toutes les deux au même prix, à 10,65 €. Ce qu'il faut savoir dans le cadre de ces médicaments, dans le cadre de l'IVG, c'est que les prix ne sont pas réglementés selon la réglementation de droit commun. Les prix sont libres et remboursés sur la base d'un forfait. Nordic Pharma a toujours vendu et a fait le choix de vendre ses produits au montant de prise en charge du forfait. Nous n'allons pas au-delà, même si le prix est libre. C'est une volonté de Nordic de maintenir effectivement le prix au niveau de la prise en charge de ce produit. Par ailleurs, la France est un marché prioritaire pour ces médicaments, à savoir que la France représente à peu près 65% des ventes de MISO 1 et 91% des ventes de GIMISO. Donc ces problèmes d'attention d'approvisionnement n'ont pas de rapport avec le prix du médicament lui-même, sachant qu'en France, le prix du médicament pour l'IVG est un peu particulier. Il est pris dans le cadre du forfait. Hélène, peut-être si tu veux apporter quelques précisions sur le montant du forfait. Alors, vous êtes peut-être au courant que
L'IVG médicamenteuse en ville a un forfait et l'IVG médicamenteuse réalisée en établissement de soins, hôpitaux ou cliniques, a un autre forfait. Mais donc ce forfait varie, évidemment. Dans le cadre d'une IVG réalisée en ville, le forfait est à 183,57 € ou 188,81 € selon le souhait du médecin de réaliser une échographie préalable à la réalisation de l'IVG. Dans ce forfait, il y a la part du médicament, et la part du médicament est à 10,65 € que l'IVG soit réalisé en ville ou que l'IVG soit réalisé en établissement de santé. En établissement de santé, bien sûr, le forfait est un peu plus élevé compte tenu de la prise en charge dans la structure hospitalière. Le forfait est fixé à 282,91 €. Après, on ne va pas rentrer dans d'autres types de pratiques de l'IVG, puisque là, nous sommes focus sur l'IVG médicamenteuse. Et donc, vraiment, le prix du médicament, c'est 10,65 €, quel que soit le lieu où est réalisé l'IVG. Merci Hélène. Donc, une fois encore, aucun rapport entre le prix du médicament et les tensions d'approvisionnement auxquelles on a été confrontés ces derniers temps. Et puis, dans la dernière série de questions, vous évoquiez effectivement des initiatives pour garantir la souveraineté nationale. Et vous souhaitiez savoir si Nordic Pharma ait pris part à ces initiatives. Nordic Pharma est un acteur, comme je vous l'ai dit, de taille modeste. Nous n'avons pas levé la main, je dirais, pour prendre part à ces initiatives. Une fois encore, j'espère qu'on a réussi à vous démontrer que nos produits sont fabriqués pour une grande partie en France, 100% pour Mifegin, une grande part pour Misowan, et sinon ils sont réalisés en Europe. Donc on est quand même sur une approche très locale et très franco-française là-dessus. Par rapport aux aides publiques auxquelles Nordic Pharma aurait pu avoir eu recours, aujourd'hui nous n'avons pas d'aide publique pour nos travaux de recherche et développement. Nordic Pharma a dû faire appel à des crédits d'impôt recherche il y a quelques années, pour partie sur sa gamme de rhumatologie, donc aucun rapport avec ce qui nous réunit aujourd'hui. Et de mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'aide de type CIR sur Mifegin ou Misowan, de mémoire, mais n'ayant pas eu vos questions avant, ce n'est pas un élément qu'on a screené avant de venir. On pourra éventuellement, si vous le souhaitez, vous apporter une réponse par la suite. Voilà, on va checker ça. Je crois que nous avions couvert toutes vos séries de questions. S'il y a d'autres questions. Très bien, je vais passer, merci beaucoup. Je vais passer aux questions de mes collègues. Laurence Muller-Braun. Non? Si. Laurence aussi. Et Laurence arrive. L'autre Laurence. Non, vas-y, je te donne la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Je dirais que c'est un peu réjouissant de vous entendre parce que par rapport à toutes les auditions que nous avons eues, c'est franco-français, c'est une pénurie qui n'est pas liée au prix du médicament, mais bien, vous avez expliqué une difficulté technique. On vous entend, on vous croit, hein, bien sûr, et le prix du médicament... voilà, il est correct, vous l'avez précisé, il ne change pas. Alors moi, j'avais préparé des questions et dans le sens en me disant, oui, est-ce que c'est le prix, comme Madame la rapporteure, qui a donné, qui a provoqué la tension? Parce qu'on nous répète souvent qu'en France, les médicaments ne sont pas payés assez cher et que les tensions sont dans ce sens-là. Vous n'avez pas eu de pénurie sur les autres spécialités que la gynécologie? C'est une question. Là, on parlait que de la gynécologie. Est-ce qu'il y avait de la pénurie sur vos autres, la rhumatologie ou autre chose? Et vous avez parlé d'une production qui est en consommation française. Vous exportez. Quelle est votre part d'exportation? Elle est assez réduite, d'après ce qu'on a entendu. Et est-ce que vous vendez au même prix? Parce qu'on parle souvent du coût du médicament trop bas en France. Mais c'est
coût à l'unité. Or, on peut avoir un très gros chiffre d'affaires dans un endroit, et même si le coût est bas à l'unité. Donc, c'est intéressant de connaître vos chiffres d'affaires par pays où vous exportez, où vous vendez. Merci. Merci, Madame la sénatrice, pour votre question. Oui, je vous en prie. Faire la série des questions avant de... Laurence Harribey. Merci, Madame la Présidente. Ça va dans le même sens que Laurence. Sur cette histoire de prix, parce qu'il me semble avoir entendu de votre part, nous avons fait le choix de ne pas augmenter le prix et d'avoir un prix qui correspondait au remboursement. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est rentable quand même. Je veux dire que c'est pas ça veut bien dire que le prix, ce prix, il est économiquement acceptable pour vous. Et puis dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce que vous avez eu d'autres... parce que là, vous avez géré... Alors, on vous entend, on a bien compris que vous avez dit plutôt gérer une tension qu'une pénurie. C'est les termes qu'avait corrigé le ministre de la Santé à propos de ces médicaments. Et est-ce que vous avez vécu, connu d'autres types de tensions comme ça ou pas? Donc, moi je vais compléter. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des décalages de prise en charge thérapeutique liés à quand même ce qui a été qualifié de pénurie? Alors j'entends bien, évidemment, on est un peu confronté à cette situation de l'utilisation du terme pénurie, alors tension sur une pilule abortive. Dans les faits, ça fait des arbitrages un peu compliqués sur le terrain. Donc je pense qu'on met les tensions et les pénuries à peu près au même niveau, même si du point de vue industriel, c'est pas la même chose. Il n'empêche qu'en pratique, dans les faits, c'est la même chose quand on doit décaler ou ne pas prendre en charge. Et donc, ce qu'on voit, c'est que donc on a des chiffres au national, donc tout ça revient. La NSM dit on a des tensions, des pénuries. C'est d'ailleurs le propos que vous avez tenu. Mais il y a la vraie vie. Et il y a ce qu'on appelle le chevelu du territoire, c'est-à-dire quand on arrive dans les pharmacies, quand on arrive sur le terrain, quand on arrive dans les hôpitaux. Et on voit bien que les remontées, elles se sont faites de certains cabinets, de certaines cliniques, de certains hôpitaux, de certaines pharmacies. On a même évoqué des villes, on a parlé de Lille, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être plus ou moins vigilants, plus ou moins en veille, plus ou moins réactifs, peut-être, en fonction des lieux. Il n'empêche que j'aimerais savoir si... voilà, on nous a témoigné de décalage quand même de prise en charge. Donc, est-ce que vous avez la confirmation que ces décalages ont eu lieu quand même dans un certain nombre de cas, puisque finalement on parle de pénurie de médicaments et de médicaments essentiels pour tout un tas de raisons critiques, c'est-à-dire parce que la chaîne de fabrication fait qu'on a des tensions. Là, le sujet, c'est qu'il n'y a pas d'alternative et que c'est un combat pour les droits des femmes. Voilà. Et que donc la question ne se pose même pas d'être dans la moindre situation de fragilité. Il n'y a pas de plan B. Voilà. Et c'est même essentiel pour défendre des avancées en matière de droit. Donc voilà, cette question, elle est assez précise, quoi. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Et bien, de par le rôle particulier de ce traitement, il faut évidemment des mesures particulières. Hélène avait tout prévu, comme bien souvent d'ailleurs. Je vais reprendre les questions. La question qui est angoissante. Non, pas du tout. Non, je crois que c'est un virus qui traîne depuis plus d'une semaine maintenant. Je vais reprendre peut-être les questions dans l'ordre. La question de Madame la sénatrice. Et à plusieurs reprises, vous avez évoqué que nous tenions le même discours et les propos qui avaient été repris par le ministre de la Santé. Sachez que toutes ces tensions d'approvisionnement ont été gérées en totale transparence et en totale régularité avec la NSM, ce qui explique certainement pourquoi les discours sont semblables ou en tout cas fortement cohérents.
Donc effectivement, par rapport à vous nous posiez la question de savoir si on a vu d'autres pénuries sur d'autres de nos gammes thérapeutiques. Il peut arriver effectivement qu'il y ait des décalages en rhumatologie, notamment sur nos dispositifs d'injection, par exemple. Mais là encore, pour des problématiques industrielles, pour nos autres gammes de rhumatologie, notamment en rhumatologie, l'ensemble de notre production est là aussi réalisé en Europe, principe actif en Belgique, et les chaînes d'assemblage des dispositifs d'injection, pour une partie en Belgique, pour une autre partie dans notre usine qui appartient à notre maison mère en Suède. Donc là encore, on est sur un dispositif européen. Donc on n'a pas eu cela à gérer. Pour ce qui concerne les parts de marché, je crois que c'était votre question, par rapport à l'exportation, il faut savoir que sur Mifegine, RU 486, je crois que ça parle à tout le monde, la France représente 1/3 des ventes de Mifegine pour l'ensemble des ventes de Nordic Pharma. Misowan et la France représentent 65%, quasiment 2/3 des ventes de Misowan. Quant à Jimiso, c'est un produit, je dirais, quasi exclusif France, puisque 91% des ventes de Jimiso, je parle en unité, pas en chiffre d'affaires à chaque fois, 91% des ventes sont réalisées sur le territoire national. Donc on est sur vraiment un produit à forte dominante française. Il me semble, madame, que la sénatrice, que vous aviez repris, on va essayer de terminer avant que tu ne meures, vous aviez repris effectivement les questions de madame. Vous me posiez la question de savoir si c'était un médicament rentable. Je n'irai évidemment point trop dans le détail au nom du secret industriel. Ce produit est effectivement, c'est Nordic Pharma qui souhaite ne pas dépasser le remboursement dans le cadre du forfait. Ce serait complètement possible une fois encore, mais notre volonté est de le faire et nous allons même jusqu'à étiqueter nos boîtes avec le prix de vente que l'on souhaite, qui n'est pas une garantie, mais qui est un souhait d'afficher effectivement notre volonté de ne pas dépasser le cadre du forfait. Quant à la rentabilité, vous évoquiez tout à l'heure, madame la rapporteure, le monopole. Une fois encore, un monopole qui est de circonstance, qui n'est absolument pas lié à un brevet. Je pense que ça répond en partie à la rentabilité du produit. Et enfin, la dernière série de questions était au niveau du décalage de prise en charge. Excusez-moi. Très concrètement, on a les niveaux de l'impact que ça a eu au niveau du terrain, que l'on a mesuré par les appels. Et je vais laisser Hélène, qui est en charge de l'information médicale, me partager les chiffres. Alors, pour être tout à fait transparente, comme nous le sommes depuis le début, et en tant que responsable de l'information médicale, nous suivons bien sûr tous les appels et nous enregistrons tous les appels des professionnels de santé, jour et nuit, 365 jours par an, 7 jours sur 7. Donc nous sommes d'astreinte tout le temps. Et tout est enregistré. Et tous les matins, je regarde tous les registres et mon équipe m'alerte sur des éventuels quotas qui dépasseraient l'habituel. Et donc, sur l'année 2023, pour vous donner très précisément les chiffres, sur les 4 premiers mois de l'année, nous avons reçu, je parle des appels concernant la logistique, donc des appels essentiellement de pharmaciens ou éventuellement de pharmaciens de ville ou de pharmaciens hospitaliers qui nous auraient appelés pour des problèmes de logistique. En janvier, nous avons reçu 7 appels. En février, nous en avons reçu 3. En mars, nous en avons reçu 11. Et en avril, nous en avons reçu 22. Donc, ce qui fait un total de 43 appels sur un échantillon de 12 000 pharmacies en France. 21 000 pharmacies en France. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur du nombre d'appels que nous avons reçus au laboratoire. Nous n'avons pas eu à mettre en place un numéro vert comme le demande le Code de santé publique, vu cette volumétrie qui nous est apparue faible. Pour vous donner un ordre de comparatif sur l'année 2022, donc là nous sommes à 43 appels sur les 4 premiers mois de l'année 2024. J'ai fait un check juste avant de venir ici vous rencontrer
mon département n'a rencontré plus aucun appel depuis le 25 avril concernant la logistique, donc qui est la veille de la communication de la NSM sur le retour public des stocks de la communication qui a été faite publiquement par la NSM le 26 avril. Et pour finir mon propos, sur l'année 2022, des appels concernant la logistique se sont élevés sur l'année totale au nombre de 19. Voilà, c'est juste pour vous donner là des appels de professionnels de santé, de pharmacie, ville, hôpital concernant la logistique. Et un point important, oui. Aucune patiente Voilà, n'a c'était la appelé. question. Voilà. Et nous Non, n'avons mais eu je ne pense pas que les patientes appellent. mais nous n'avons le eu laboratoire. aucun appel de professionnels de santé pour nous dire qu'ils étaient dans la détresse de d'un report de réalisation d'une IVG. Voilà. Donc là, vous êtes à 43 et vous avez eu 19 en 2022, c'est Oui, ça? sur l'année D'accord, donc complète. il y a eu quand même. Oui. Et donc là où on vous a appelé, ce sont des pharmacies, des petites pharmacies, des grosses unités. Enfin, c'est parce que Alors, c'est pas tant le nombre d'appels que l'effectif que ça couvre. Oui, oui. Entre guillemets. Il y a deux éléments par rapport à cela. Le premier étant que, d'abord, nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne d'approvisionnement qui englobe aussi les grossistes, les centrales et puis les pharmacies. Et notamment, justement, sur les pharmacies et puis ce qu'on a pu lire par ailleurs, et je ne sais pas comment, d'ailleurs, ces remontées ont été faites. Toutes les pharmacies en France ne commandent pas de façon régulière du J-Miso et du Miso One. Et donc, je pense que c'est un élément peut-être sur lequel on peut revenir. On peut apporter effectivement un éclairage. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que nous approvisionnons sans distinction l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et que, comme disait Vincent, les grossistes, les pharmacies. Mais il ne peut pas être exclu que certaines agences de grossistes localement aient eu quelques difficultés à s'alimenter ponctuellement, en quantité suffisante ou en raison de délais plus longs de commande. Mais dans tous les cas, effectivement, nous avons tout mis en place pour pouvoir pallier. C'est-à-dire que nous avons répondu aux demandes de dépannage systématique des pharmacies. On a eu sur l'année, notamment depuis le début de l'année, 1400 demandes de dépannage qui ont été faites directement par les pharmacies et auxquelles nous avons répondu. Voilà. Oui. Je sais bien, et qu'en plus, l'heure tourne là. On a du mal à confronter les 43 appels et les 1400 dépannages. Tout à fait. Voilà. En fait, il y a un gros différentiel. Simplement, en fait, les 1400 se sont faits au niveau de notre plateforme de distribution, d'accord, qui est l'intermédiaire, le dépositaire des grossistes. Donc ça, ce sont les 1400, le chiffre qui est fait là. Et effectivement, notre dépositaire a systématiquement répondu à la demande. Les 43 appels correspondent à des appels directement au laboratoire, au département d'information médicale. Donc ce sont les deux remontées différentes. 43, voilà. Les 43, en fait, vous éclairent plus précisément sur votre demande qui était au niveau des décalages et des impacts des patients via leurs professionnels de santé. Les 1400 sont plus sur la gestion de ces tensions dans la chaîne d'approvisionnement. Question, c'est très rapide. Dans la continuité du maillon, vous livrez partout en Europe vos médicaments. Est-ce que la pénurie était pareille? Vous avez eu des remontées des pays comme l'Allemagne ou autres de manque de ces médicaments-là, ou c'est vraiment franco-français? Alors, ce n'est pas exclusivement franco-français, puisque vous avez bien compris que ces tensions d'approvisionnement étaient liées aux chaînes de fabrication. Simplement, les effets se sont fait un petit peu plus ressentir sur la France que dans les autres pays, de par les parts de marché que je partageais tout à l'heure, où la France étant majoritaire en termes de parts de marché, évidemment, le retentissement était plus important chez nous que chez les autres. Je sais pas si... Eh bien, merci beaucoup de ces réponses très complètes et précises. Et bon, voilà, le rôle particulier joué par ce traitement particulier méritait qu'on ait cette audition. Merci beaucoup à vous. Merci de votre attention. Merci.